Bonjour, aujourd'hui on va parler de Civilization 7, jeu qui est sorti en début d'année. Avant toute chose, pour bien comprendre cette nouvelle entrée, il faut replacer cette sortie dans son contexte. Civilization, c'est une série qui a débuté il y a longtemps, avec la sortie de Civilization 1 en 1991. C'est ce jeu qui établit la première pierre du genre de la série des 4X, qui est un concept que j'expliquais dans ma vidéo précédente. Alors, 1991, déjà, ça ne nous rajeunit pas, surtout en histoire de jeux vidéo. C'est à peu près équivalent à la préhistoire pour cette industrie. On a fait pas mal de chemin depuis. Chaque opus de la série des civilisations part du même pitch. On est sur un jeu de stratégie au tour par tour qui retrace l'histoire de l'humanité. Le joueur incarne le leader d'une nation qu'il va diriger au fil des âges, tout en étant en compétition avec d'autres chefs. Usuellement, une partie s'étale de l'an -4000 à l'an 2100. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque jeu Civilization part de la même base, mais chaque sortie est une itération qui apporte son lot de nouveautés et d'améliorations. Par exemple, dans le tout premier Civilization, le jeu avait beaucoup moins de profondeur que maintenant, il n'y a pas de mécanique de religion ou de culture. Un autre exemple, c'est que dans Civilization 5, il y a une petite révolution, parce que maintenant les unités sont limitées à une unité par case. Ça peut sembler anodin dit comme ça, mais c'est une petite révolution sur la dynamique de guerre et de déplacement, parce que dans Civilization 4, il n'y avait pas cette règle et on pouvait entasser 80 éléphants de guerre dans la même prairie. Et un point qui est extrêmement important sur cette série, c'est qu'elle est très bien notée, que ce soit côté presse ou côté joueur. Si on fait un tour sur Metacritic, qui est le site faisant une agrégation des notes de la presse sur les jeux, en moyenne, une nouvelle entrée de la série Civilization tourne à 90 sur 100 Metacritic. C'est-à-dire qu'un jeu estampillé Civilization a reçu en moyenne la note de 9 sur 10 de la part d'un journaliste. Pour donner un ordre d'idée, sur les 10 dernières années, il y a environ seulement 5 jeux par an qui atteignent un tel score de la part de la presse. Et le pire score entre guillemets, sur une sortie majeure, c'est Civilization 6 avec 88 sur 100. Donc, en fait, on est sur une série qui frise l'excellence. Ça, c'est pour le contexte. Et du coup, sur le papier, Civilization 7 a tout pour nous donner confiance. C'est le cumul de 25 ans d'itération d'une série qui a toujours marché. Sauf que voilà, à l'heure où je fais cette vidéo, le jeu est à 50% de score utilisateur sur Steam, avec plus de 25 000 évaluations, ce qui est énorme, et il a son pire score métacritique côté presse avec 79 sur 100. Donc dans cette vidéo, on va analyser les réussites et les travers du jeu, essayer de comprendre un peu d'où viennent tous ces joueurs mécontents. Le premier point, c'est le prix. Donc petit point prix, il y a 3 éditions sur le jeu. Le jeu de base est à 70€, après il y a l'édition Deluxe à 100€ et l'édition Fondateur à 130€. Le jeu est sorti le 11 février, sauf qu'on pouvait y jouer dès le 6 février si on avait acheté l'édition Deluxe ou Fondateur. Le fait de permettre aux joueurs de jouer un peu avant les autres si on allonge un petit billet, c'est devenu assez courant dans l'industrie et ça joue sur le concept de Fear of Missing Out. C'est un peu moche, mais ça fonctionne. Ce qui est plus problématique dans les éditions Deluxe et Fondateur, c'est que au-delà de permettre de jouer en avance, elles proposent du contenu de jeu qui est dès la sortie derrière une barrière monétaire. On ne parle pas de contenu cosmétique, mais bien du contenu de jeu, ou autrement dit des contenus de jeu qui ont été retirés de l'expérience de base pour être vendus séparément. Et ça passe souvent très mal auprès des joueurs, surtout quand le jeu n'est pas exempt de défauts à la sortie. Et puis il faut dire qu'à 100€ le produit, ça commence à faire cher au porte-monnaie, et c'est au-dessus du prix du marché. Donc plus le jeu présente de soucis à la sortie, plus cette stratégie agressive de monétisation va bloquer et engendrer des retours négatifs de la part des joueurs. Bon voilà, pour un petit tour d'horizon sur le contexte de la sortie, mais maintenant je peux quand même aller dans le jeu. Donc je fais une nouvelle partie, et là il n'y a pas de dépaysement, on va choisir son dirigeant. Dirigeant qui a ses bonus et son style de jeu, plutôt expansionniste, plutôt scientifique, etc. Ça fait longtemps que c'est comme ça dans la série et ça marche très bien. Petite différence quand même, les développeurs ont introduit des leaders qui ne sont pas que des hommes ou des femmes ayant dirigé. On a donc un panel de penseurs, philosophes, scientifiques, voyageurs, etc. Donc on peut s'incarner en Confucius, en Machiavel, ou bien, pardon pour la prononciation, en Ibn Battuta, qui a été le plus grand explorateur du Moyen-Âge avec quand même 117 000 km à son actif. Donc ça diversifie, ça fait découvrir des nouvelles têtes, mais on garde quand même des grands classiques comme Napoléon ou Frédéric le Grand pour plaire à tout le monde. Ok, ça c'est pour les dirigeants. Donc on arrive dans le panneau d'après, et là on va choisir notre civilisation. C'est un gros sujet, c'est le grand changement de Civilization 7, et c'est celui qui cristallise énormément les retours joueurs et qui fait couler de l'encre, la mécanique d'air et le changement de civilisation.
En premier lieu, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Donc contrairement au jeu précédent, notre dirigeant n'est plus associé à une civilisation. Si je choisis Auguste César, je ne suis pas obligé de jouer les Romains. Je peux décider de diriger l'Égypte antique, les Mayas, les Khmers, bref, c'est décorrélé. Et notre civilisation, elle va changer 3 fois au cours de la partie, une fois par ère. Il y a 3 ères dans le jeu, l'ère antique, qui fait à peu près les prémices de l'agriculture jusqu'à l'âge de fer, l'ère d'exploration, qui va plutôt être au niveau du Moyen-Âge jusqu'à la fin de la Renaissance, et l'ère moderne, qui va être de la révolution industrielle jusqu'à peu près la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc à chaque nouvelle ère, on va choisir une nouvelle civilisation, avec un panel de choix qui va dépendre de notre dirigeant, de ce que l'on était avant et de nos actions. Donc si je reprends mon exemple, Auguste César, il n'a pas envie de diriger les Romains, il va être dictateur de l'Égypte antique, puis à l'ère d'exploration il va être roi d'Espagne, et il finira en tant que président américain. Petit point sympa, un leader iconique aura toujours sa civilisation associée, donc Napoléon pourra toujours incarner les Français à l'ère moderne, quoi qu'il ait fait avant. Voilà, contrairement à Humankind qui s'est essayé à cette mécanique de changement de culture, ici ce n'est pas le joueur qui change d'air à la volée, mais bien le jeu qui s'arrête pour tout le monde en même temps. Alors, comment ça le jeu s'arrête ? Eh bien, à la fin de chaque ère, tous les joueurs vont être confrontés à une crise majeure qui va justifier une période de transition. Donc ces crises sont inspirées de l'histoire du monde. Ça peut être une invasion barbare, bonjour l'Empire romain, une instabilité politique liée à un changement de régime, salut la Révolution française, une épidémie de peste, salut l'Europe, bref. Ces crises justifient une espèce d'âge sombre où des cultures entières vont s'écrouler et il y a de nouvelles cultures qui vont prendre leur place sur les vestiges du passé. Et entre chaque ère, en fait, on va faire un saut dans le temps, que nous, en tant que joueurs, on ne va pas jouer. Et oui, parce que, comme je l'ai dit, l'ère antique s'arrête à peu près au niveau du travail du fer. Et il se passe quand même pas mal de temps entre ça et le début du Moyen-Âge. Et d'un point de vue gameplay, lorsqu'on arrive après cette phase d'âge sombre et de transition, on ne repart pas de là où on en était. On doit remettre à niveau ses villes, son architecture, sa science, son armée, son commerce, et en fait, tous les joueurs ont une sorte de mini-réinitialisation de leur empire respectif à chaque nouvelle ère. Et c'est un changement drastique de la formule classique de la série. Bon, déjà, c'est la première fois qu'on va changer de civilisation au sein de la même partie. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le jeu n'est plus linéaire. Et c'est la première fois. C'est-à-dire que dans tous les opus, donc on va à peu près de l'an -4000 à 2000-2100, mais on passe des tours, et chaque tour fait avancer les années plus ou moins vite. Dans ce nouvel opus, le jeu n'est plus linéaire, ce n'est plus le cas. On a des sauts dans le temps, on a des moments où on a l'impression de repartir à zéro avec notre empire, on a des moments de pause complète, de transition d'ère. Et donc en fait, c'est un peu comme si on jouait une partie différente à chaque ère. Et donc ce choix, il offre une expérience qui est différente des jeux précédents. Donc il y a des joueurs qui ne vont pas aimer parce qu'ils voulaient rester sur la même formule. Alors très bien, mais du coup on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix, qu'est-ce que ça leur apporte, ce côté séquencé ? Eh bien le mot d'ordre, c'est la narration. En fait, ils ont réussi à résoudre un problème qui est vieux comme le monde dans la série. C'est qu'il est impossible de garder le joueur dans une cohérence narrative au bout d'un moment. En fait, le jeu est trop complexe, il y a trop d'inconnus. Je m'explique. Il n'est pas rare dans les opus précédents de voir des tanks de la Deuxième Guerre mondiale en 1700, ou bien d'avoir un joueur qui construit la Tour Eiffel en 1500. Et ça, c'est un petit peu ridicule. En fait, ce choix ici, il est fort parce qu'on ne peut plus sortir du cadre prévu. Tout le monde est à la même enseigne. Même si j'ai les meilleurs scientifiques de la planète, je ne pourrai pas découvrir les avions durant l'ère de l'exploration. Je vais être un moment bloqué. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des parties qui sont plus réalistes. Et le deuxième point, c'est que du coup le jeu donne des objectifs pour le joueur à chaque ère, des objectifs militaires, scientifiques, économiques et culturels. Et c'est très important parce que historiquement, sur ce genre de jeu, c'est dur de savoir si nos actions du début de partie vont avoir un vrai impact sur la suite. Et en fait ici, si ces objectifs sont remplis, ils vont donner des bonus pour l'ère suivante. Donc on a des vrais enjeux à chaque ère. Ça permet de donner ce qu'on appelle en anglais du player agency. Bon, nous on est des bons français, donc on va traduire ça en objectifs concrets qui ont une finalité. Bon, c'est l'heure de rentrer en jeu pour de vrai. Donc on arrive en jeu et on a notre colon qui nous attend pour fonder notre capitale et placer la première pierre de notre futur empire. Mais avant de se pencher sur le gameplay, on va faire une petite aparté sur ce que l'on voit en premier, les graphismes. Et les graphismes, c'est assez étonnant car en fait ils ont fait un 180 degrés par rapport à l'opus précédent. L'opus précédent c'était très coloré, c'était très cartoon, et ici la patte se veut beaucoup plus réaliste. Donc ce réalisme nous aide à gagner en immersion, notamment au niveau des villes que l'on voit bien évoluer et s'agrandir,
mais on y perd un petit peu en lisibilité. Pour expliquer ce souci de lisibilité, en fait on va avoir des villes avec des zones urbaines de plus en plus grandes, et chaque case de ces zones urbaines sont composées de bâtiments principaux que le joueur a placés, par exemple une bibliothèque, et des petites maisons, qui sont censées représenter la densité. Et ça, ces petites maisons, c'est du décor. Et donc le bâtiment principal, celui qui nous intéresse, il ne se démarque pas très bien au premier regard. Et ça, c'est un peu du pinaillage en vrai. Ce qu'il faut se dire, c'est que les graphismes du jeu sont une réussite. Mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est que c'est pas important. En fait, les graphismes sur ce genre de jeu, ce n'est pas une composante principale pour expliquer si le jeu va être une réussite ou un échec. Et oui, ce qui importe les joueurs, malheureusement, c'est pas les graphismes, c'est le cœur de l'expérience de jeu. Et au premier abord, on a l'air de rester sur la formule classique, celle qui a fait ses preuves, c'est-à-dire que l'on commence avec une ville, celle-ci va produire des unités ou des bâtiments, il y a un monde à explorer autour de nous, et on avance dans un arbre technologique et un arbre de dogmes. Mais même si on est en terrain connu, on voit aussi pointer les nouveautés du jeu au fur et à mesure des tours. Et en réalité, le jeu est rempli de bonnes idées. Par exemple, il y a la gestion des villes. Donc pour ceux qui ont joué aux opus précédents, on abandonne complètement le concept d'avoir des ouvriers, et on va avoir une gestion qui est précise de chaque ville, case par case. Donc comment ça marche? Dans ma capitale Wased, j'ai accumulé assez de nourriture, et j'ai gagné un point de croissance. Ce point de croissance, je vais le placer sur une case pour la développer. Je vais placer une ferme, une mine, une scierie ou un bateau de pêche par exemple. Ici je fais le choix d'investir dans une mine pour récupérer la ressource en argent. Ok, donc tout ça c'est pour le développement rural de ma ville. Mais à côté de ce développement rural, on va vouloir développer la partie urbaine de ma ville en créant des bâtiments, des monuments, des casernes, des greniers, etc. Et ces bâtiments, eux, ne sont pas liés à la croissance, mais ils ont quand même des règles précises. Déjà, les zones urbaines doivent se suivre, on peut pas les placer comme on veut, on peut pas les isoler. Et en plus, les bâtiments vont avoir des bonus en fonction de certains critères, donc par exemple, les bâtiments scientifiques sont mieux à placer à côté des ressources. Et on a un jeu d'équilibriste entre les deux, parce que dans les deux cas, ça va sur les cases autour de la ville, et on en a un nombre limité. Et en plus, si on veut récupérer les meilleurs bonus, on doit réfléchir au chemin de nos zones urbaines et où placer nos zones rurales. Donc tout ça demande de la planification. Si on veut faire une belle ville avec beaucoup de bâtiments, bah potentiellement on va devoir détruire nos zones rurales. Et à l'inverse, une ville qui n'a pas de bâtiments n'aide pas au développement scientifique, économique et culturel. Donc en fait, ce système de gestion en case par case, il favorise à la fois la réflexion, la planification, et on a le droit à l'erreur. Et c'est tout ce qu'on aime en fait dans ce genre de jeu. Et il y a un autre point qui est peut-être un peu plus déstabilisant, c'est qu'il y a deux statuts pour les villes. Il y a la ville telle que je l'ai décrit juste avant, et il y a aussi ce qu'on appelle les communes. Les communes, ce sont des villes qui viennent d'être construites, et qui peuvent grandir et évoluer, mais elles ne peuvent pas produire par elles-mêmes. Elles ne passeront au statut de ville complète que si le joueur investit de l'argent dedans. Bah, c'est plutôt novateur comme idée, parce que usuellement sur ce genre de jeu, quand on fait une nouvelle ville, bah directement elle peut attaquer à de la production. Peut-être que ça sera très long de construire un monument, peut-être ça prendra 200 ans, mais on peut lancer directement. Là non. Donc, on peut se demander bien à quoi ça sert ces espèces de mini-villes qui ne peuvent pas produire. Eh bien l'idée c'est de simuler des villes de soutien. Ces communes, ce qu'elles font, c'est qu'elles envoient de la nourriture à vos grandes villes. Je prends un exemple, dans une autre partie, j'ai une commune, la commune de Minorque, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien en fait elle va nourrir 3 grosses villes, par exemple Madrid. Madrid, c'est une énorme ville urbaine maintenant, et elle a plus du tout de ferme, et donc du coup elle a besoin de cet apport. C'est une idée intéressante et novatrice, mais c'est aussi un choix pour le joueur de décider quelles villes vont rester des communes et quelles villes vont être le cœur de son développement. En parlant développement, on a là aussi des innovations. Donc aux statistiques bien connues nécessaires pour faire grandir notre empire, viennent se rajouter deux petits nouveaux, le bonheur et l'influence. Le bonheur, je passe rapidement dessus, ça représente le niveau de satisfaction dans nos villes, ça nous permet de développer notre gouvernement. Ce n'est pas un système que l'on dépense de façon active, comme par exemple de l'or, donc pour faire simple, tant qu'on en a, pas besoin de s'en préoccuper. Ce qui m'intéresse plus, c'est l'influence. Elle représente tout l'aspect diplomatie et jeu de pouvoir international, et c'est une ressource avec une finalité extrêmement diversifiée. Par exemple, je vais pouvoir développer des relations avec une puissance indépendante, ce qui va m'octroyer un joli bonus, ou bien proposer une initiative conjointe à un autre leader, un échange bénéfique pour nos deux pays, mettre en place des traités de libre passage ou commerciaux, mais aussi faire des choses moins sympas, comme par exemple des sanctions internationales, de l'espionnage. Elle a même un impact sur les guerres en influençant l'opinion des peuples. Et l'influence, c'est une ressource qui est limitée, on en gagne un petit peu tous les tours. Donc avec cette utilisation qui est vraiment multiple, le joueur doit faire des choix. Est-ce qu'il veut privilégier plutôt la diplomatie, plutôt la sanction? Et ces choix, ils ont une finalité qui est vraiment très concrète. Aussi, on a un système qui permet de faire du développement pacifique, ce qui n'était pas le cas dans les jeux précédents, avec le système d'initiative conjointe. Donc à mes yeux, toute la mécanique d'influence, c'est une vraie réussite, car on a un système diplomatique avec de la profondeur et qui est pertinent dès le début du jeu. Et on continue ce petit tour d'horizon des bonnes idées avec les arbres de technologie et de dogme.
Dedans, on a une petite addition qui ne paye pas de mine au premier abord. En plus des découvertes classiques type nouvelle unité ou carte de gouvernement, on a des bonus passifs directement liés au déblocage qui sont représentés par des petits plus. Et ces bonus sont surtout dans les maîtrises, qui vont être la deuxième partie d'une technologie ou d'un dogme. Au début, on peut se dire que ces maîtrises vont surtout nous ralentir vu qu'elles n'enchaînent sur rien. Et vu que les arbres de développement sont finis dans les rencontres, ce n'est pas forcément une frustration d'aller chercher ces maîtrises. Et tout ça ramène au choix. Est-ce que je veux faire la maîtrise du travail du bronze pour avoir une meilleure armée? Ou bien à l'ère d'exploration, est-ce que je vise en priorité le bonus qui me permet de faire traverser les océans à mes unités? Ou bien est-ce que je fais l'impasse sur les maîtrises pour aller viser une technologie précise? Et dans l'arbre des dogmes, on a une autre surprise. Il y a des dogmes uniques liés à notre civilisation. Chaque civilisation a son arbre de dogmes unique avec ses politiques associées. Et ces politiques resteront débloquées toute la partie. Donc à chaque ère, on fait table rase des choses précédentes, mais on va garder les dogmes spécifiques que l'on avait débloqués. Le jeu appelle cela tradition, et ça permet de réfléchir à son choix de civilisation au-delà des bonus initiaux, et ça nous aide aussi à garder la cohésion narrative de notre partie. Et cette volonté de mettre le joueur au centre de l'histoire, c'est accompagné par des choix narratifs. Ces choix narratifs, ce sont des bonus accompagnés d'une petite histoire. Par exemple, on tombe sur un feu de camp en explorant. Mais ça va aussi être lié à notre dirigeant et à notre nation. Par exemple, là j'ai les japonais de l'ère moderne et j'ai un choix narratif lié à la fin du dernier samouraï. Mais ça va même plus loin que ça, on peut même avoir un système de quêtes à remplir avec des conditions. Par exemple là, j'ai les égyptiens et donc j'ai le choix entre deux quêtes possibles basées sur les unités uniques. Et si je prends Catherine de Russie, j'aurai une quête basée sur le développement culturel. Et ces quêtes vont influencer nos décisions à court terme. Et il faut bien comprendre que c'est la première fois qu'un jeu de cette série fait autant d'efforts sur l'aspect narratif. Et il faut reconnaître que c'est plutôt une réussite car les événements sont basés sur ce qui se passe concrètement dans notre partie. Et en autre réussite, on a la guerre. On y vient toujours car c'est très rare de faire une partie sans en faire ou sans en subir. Et là ça tombe plutôt mal pour moi car dans ma partie je viens de me faire déclarer la guerre par Auguste. Alea jacta est. Il fonce sur ma capitale et moi j'ai complètement négligé mes armées jusqu'à présent. Le premier point pour la guerre, c'est qu'on a de l'usure de guerre, qui simule à quel point votre peuple va vous soutenir dans la guerre. Ça dépend de votre influence, donc déjà, on note qu'on a un impact qui est militaire d'une statistique qui est diplomatique. Bon bah là du coup, je soutiens directement mon effort de guerre, car je suis pas du tout prêt pour ça. Et ensuite, on va pouvoir défendre ces villes case par case. En fait, avec les nouvelles villes que l'on développe, on peut placer des fortifications sur chaque case urbaine, et l'ennemi devra toutes les prendre pour s'en emparer. Bon bah là je suis pas encore très développé donc j'ai surtout la rivière qui défend ma capitale mais ça suffira pour le moment. Le vrai point important c'est les commandants. Les commandants ils sont là pour diriger vos troupes, personne n'est surpris. Niveau gameplay ce sont eux qui récupèrent l'expérience des combats aux alentours et ils ont un arbre de talent avec différents axes d'amélioration. Mais la grande chose qui est très pratique avec eux c'est qu'ils permettent de déplacer plusieurs unités en un coup. Ça peut paraître simpliste comme idée, mais on est sur un jeu en case par case. Quand tu dois déplacer 10 unités de ton territoire jusqu'à celui de ton voisin, et bah avoir ça qui est possible en quelques clics, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc en fait, ce commandant, il change pour le mieux la dynamique de guerre. Bon, je pourrais m'attarder sur d'autres réussites, comme le système de ressources, la boucle de progression avec le déblocage des souvenirs, mais vous avez compris l'idée générale. Maintenant, vous vous doutez bien que si le jeu est à 50% de score utilisateur, c'est pas à cause de ces nouvelles idées sympas. Non, le problème fondamental du jeu, c'est que le polish du jeu est inégal entre les aires et il renvoie une image de jeu qui n'a pas eu le temps d'être fini. Le polish, c'est quoi? Alors, un petit coup de polish, ce n'est pas qu'une blague vaseuse de OSS 117, c'est aussi un mot fourre-tout que l'on utilise beaucoup en jeu vidéo pour exprimer le niveau de qualité globale d'un jeu. Il n'y a pas de définition académique, mais on va quand même essayer d'expliquer. Donc pour Marc Dara, qui est producteur exécutif de chez BioWare, le polish, c'est la cohérence de l'expérience de jeu. Si le jeu a des graphismes exceptionnels mais un équilibrage déplorable, le jeu n'a pas un bon niveau de polish car il y a quelque chose qui vous sort de l'expérience. Un jeu est polish quand il y a un assemblage qui est un tout cohérent. De mon côté, j'aime beaucoup la citation d'Antoine de Saint-Exupéry. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. La phrase parle initialement d'ingénierie, mais s'applique étonnamment bien aux jeux vidéo. Et il ne faut pas réfléchir le polish comme un concept uniforme pour les développeurs, car ces développeurs sont scindés en différentes équipes selon leurs compétences. Par exemple, pour une équipe artistique, le polish va passer d'abord par une cohérence à chaque moment des visuels du jeu. Et pour une équipe technique, ça sera plutôt une meilleure optimisation, temps de chargement, gestion des différents OS, framerate, gestion des consoles. Pour du game design, ça va plutôt être une cohérence au niveau des mécaniques de jeu et un bon balancing.
Donc en fait, le polish, ce n'est pas une science exacte, mais ça participe à tout ce qui fait l'expérience de jeu. Et sur Civilization 7, on peut voir une très forte dissonance au niveau du polish selon les sujets. Je vais prendre un sujet assez simple pour commencer avec l'interface. Donc quand je parle d'interface, je ne parle pas de est-ce que les interfaces dans le jeu sont jolies, mais plutôt son utilisation, donc les différents panneaux qu'il y a dans le jeu et les informations qu'elle renvoie aux joueurs. Et cette interface a été très fortement critiquée à la sortie du jeu pour des raisons assez évidentes, il y a des manques, il y a des oublis. Et là c'est facile à voir. Si je vais sur le panneau d'usure de guerre, pourquoi le chiffre d'influence il est à 6 décimales? Pourquoi sur le panneau des ressources, elles sont pas ordonnées selon leur type? Pourquoi les statistiques sur mes villes sont illisibles? Pourquoi les marchands me disent qu'ils n'ont pas la portée pour faire une route commerciale, mais on n'a aucune idée de la portée qu'ils peuvent avoir? Pourquoi je peux pas savoir combien de science va me coûter cette technologie? Pourquoi ça me dit pas à la fin de mon tour que je peux m'attribuer un point de compétence sur mon leader? Etc. En fait, vous voyez, c'est super facile de mettre ça derrière simplement l'interface n'est pas polish. Et à l'inverse, niveau graphisme, tout est nickel et cohérent. Il y a des ajouts qui ne sont pas critiques mais qui aident à l'immersion. Si je sélectionne une unité, elle sautille pour bien indiquer que c'est elle que j'ai choisie. D'ailleurs, parmi nos unités qui ne font rien, j'ai déjà vu des petites animations rigolotes, par exemple un canonnier qui sort discrètement une bouteille. Et si je place une zone urbaine sur une case de neige, ces bâtiments seront légèrement enneigés. Et ça sera différent si une tempête de neige survient. Et ces petits détails, mais c'est pas nécessaire pour le jeu. Mais c'est pour ça que la partie graphique, elle est polish, parce qu'ils ont eu le temps de faire tout ce qu'ils voulaient. Bon, et l'interface, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est frustrant pour la compréhension du joueur d'avoir une mauvaise interface, mais ce n'est pas un sujet qui justifie de fâcher autant de joueurs. Non, le gros problème, c'est le game design. Les mécaniques de jeu ne sont pas du tout au même niveau de qualité. Donc en fait, toutes les bonnes idées que j'ai indiquées sont contrebalancées par des manques, des faiblesses et des points négatifs qui viennent nuire à l'expérience de jeu. Je vais commencer avec un exemple assez simple. La guerre, c'est cool, la résolution de guerre, c'est nul. La seule chose qu'on peut faire, lorsqu'on fait une discussion pour finir une guerre, c'est d'échanger des villes. On peut pas faire de traités plus poussés, de demander des tribus, exiger des ressources, ou je ne sais pas. Si je reprends l'exemple de ma guerre avec Auguste, il m'a attaqué, je me suis défendu, après je l'ai attaqué, il s'est défendu, et du coup la conclusion de cette guerre, c'est un statu quo avec aucune finalité. En fait, on a fait la guerre littéralement pour rien. Et c'est un méga retour en arrière par rapport à Civilization 6, qui permettait beaucoup plus de finesse dans la résolution des guerres. Et en fait, surtout, c'est un exemple, on ne comprend pas comment ça a pu finir sous cette forme. Et un autre exemple de mécanique qui est pas du tout au niveau, c'est l'espionnage. Alors, on peut faire plein d'actes d'espionnage offensifs relativement tôt dans la partie, donc ça c'est très bien, mais en fait, avec l'espionnage, il y a deux grands soucis. D'abord, les chances de réussite des actions sont arbitraires et on n'a aucun impact dessus, ce qui est assez étrange, mais surtout le contre-espionnage est extrêmement pauvre. Le contre-espionnage, c'est un bouton qu'on ne peut lancer que sur un dirigeant à la fois. Et les autres dirigeants, eux, ils adorent vous voler vos avancées technologiques et vos secrets d'état. Et du coup, vous voyez que les autres font de l'espionnage envers vous, et vous ne pouvez rien faire, parce que le contre-espionnage n'est pas du tout développé. Je pourrais m'amuser à décortiquer toutes les mécaniques du jeu une par une, mais ça serait relativement réverbatif, et ça serait passé à côté du cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que les âges eux-mêmes ne sont pas au même niveau. En fait, l'âge antique, c'est le plus qualitatif, car tout est cohérent et bien ficelé, mais quand on bascule dans les âges d'exploration et l'âge moderne, il y a pas mal de soucis qui font surface, et le plus gros d'entre eux, c'est lié aux objectifs d'aide. Donc on va prendre un exemple avec la victoire culturelle. Donc, à l'ère antique, l'objectif culturel, c'est de construire des merveilles, par exemple le grand colosse ou les jardins suspendus. Mais ces merveilles, elles sont uniques, donc on peut se les faire piquer par un autre dirigeant, ou bien on peut ne pas avoir les prérequis pour les placer dans nos villes. Donc on a une vraie compétition entre les dirigeants, avec des enjeux, et c'est aux joueurs de faire des choix dans ses placements de ville, dans sa production, s'ils souhaitent réussir à atteindre l'objectif culturel de l'ère antique. Maintenant, regardons l'objectif culturel de l'ère d'exploration. Il faut exposer 12 reliques dans votre empire. Pour faire des reliques, il faut d'abord fonder sa religion, et ensuite aller convertir ses petits voisins. Alors déjà, on a un problème qui est plutôt pur gameplay, c'est qu'on ne peut pas empêcher les autres de faire des reliques. C'est-à-dire que chacun envoie des missionnaires partir prêcher la bonne parole, et on peut pas les empêcher de venir, on peut pas les empêcher de nous convertir, on peut pas faire de combat théologique, bref, pas beaucoup d'interaction possible. Mais le problème, qui est bien plus grave, et ça je ne le pardonne pas, c'est qu'en utilisant la religion comme un objectif d'ère, la mécanique de religion n'apparaît que à l'ère d'exploration. Donc c'est-à-dire que durant toute l'ère antique, vous n'avez pas de mécanique de religion. Et là on parle d'un jeu qui est censé nous faire revivre l'histoire de l'humanité, et on invente la religion au Moyen-Âge.
Et niveau narration, ça ne colle pas du tout. À la Renaissance, on est très religieux, et à la Révolution industrielle, plus personne ne sait dont il s'agit. Et oui, parce que quand on passe à l'ère moderne, le bouton religion disparaît complètement de l'interface. On s'est bien embêté à convertir tout le monde et à faire ses super bonus, ah bah voilà, y a plus rien. En fait, on a un sentiment d'inutilité profond. Et en fait, c'est pas l'objectif d'exposer dans Relic qui est médiocre en soi, l'objectif est plutôt moyen, parce qu'on peut pas beaucoup interagir, mais c'est de réaliser ce qu'aurait dû être la religion s'il n'avait pas été un objectif d'air. Et la religion, dans Civilization 6, c'était une mécanique qui était majeure dans le jeu et qui marchait extrêmement bien. Donc là, on est sur une grosse erreur. Bon, pour l'ère moderne, ça va, c'est moins grave. Il faut déterrer 15 artefacts qui nous permettra de construire ensuite la merveille Exposition universelle. Le premier joueur qui fait l'exposition universelle gagne la partie. Donc on va entraîner des explorateurs ou des archéologues qui vont sillonner le monde en cherchant des sites de fouilles. Tous les dirigeants sont en compétition pour récupérer des artefacts, ils sont en nombre limité sur la carte. Donc là c'est plutôt pas mal, on a de la compétition. En fait ce qui est le plus gênant là-dedans, c'est que tout ce qu'on a fait avant, ça n'a pas d'importance sur la victoire culturelle. Parce qu'en fait, les explorateurs, on les débloque sur le tout premier dogme de l'ère. Donc c'est-à-dire que dès les premiers tours de l'ère moderne, on peut aller chercher les sites de fouilles. Donc avoir développé sa culture au fil des âges, en faisant des jolies merveilles, en faisant de la religion, ça n'a pas d'importance. En fait c'est pire, si on fait expressément rien de culturel à l'ère d'exploration, on est éligible à un âge sombre culturel, qui va nous donner un bonus pour avoir des meilleurs explorateurs. Donc si je résume, si je fais mal ma culture, je suis récompensé pour atteindre la victoire culturelle. Ah ouais. Et ouais, quand je dis que le polish entre les airs il est pas pareil, là c'est assez évident. Et les conditions de victoire à l'ère moderne sont globalement toutes sur le même schéma. Il faut remplir un objectif, puis après faire un grand projet, ce qui va nous faire gagner la partie. Je vais vous montrer une victoire économique. Donc pour faire une victoire économique, on doit faire un grand réseau ferroviaire et commercial, ce qui va nous monter un compteur. Une fois que ce compteur a atteint le nombre de 500, on obtient un grand marchand qui doit aller visiter toutes les capitales sur la planète. Une fois qu'il a fait le tour des capitales, cela va créer la Banque mondiale, et pouf, on gagne la partie. Donc là par exemple, si je clique, je gagne. Yay, il y a des petits feux d'artifice. C'est plutôt fade comme victoire, non? Ces conditions de victoire prises individuellement, elles sont pas horribles, mais il manque quelque chose. En fait, c'est comme si on avait rajouté ces conditions de victoire a posteriori sur l'ère moderne. Il y a un truc qui est bizarre. Tout pointe vers le fait qu'il manque une quatrième ère au jeu, l'ère d'information, qui arriverait après l'ère moderne et qui s'étendrait de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours. Et en plus, on a des indices dans le jeu qui nous mènent à cette théorie. Déjà, c'est la première fois qu'un jeu civilisation s'arrête entre guillemets aussitôt. Usuellement, un jeu civilisation, ça va jusqu'à l'an 2100, et la guerre, ça finit avec des robots géants. Et en plus, dans l'ère moderne, quand on la joue, on débloque des bonus pour l'ère suivante. On a des bâtiments intemporels, c'est-à-dire qu'ils vont garder leurs bonus aussi pour l'ère suivante. Il n'y a pas d'ère suivante, le jeu est fini, du coup c'est bizarre. Et au-delà de ça, cet aspect pas fini, il se voit partout. Il y a des manques qui sont des éléments de base pour la série. Par exemple, le jeu est sorti sans pouvoir renommer ses villes ou sans option de déplacement rapide. Ou bien on peut pas continuer une partie après l'écran de victoire si on a envie. Et j'ai pas parlé de l'aspect multijoueur parce que là ça serait tiré sur l'ambulance tellement il a été délaissé. Juste pour vous montrer à quoi ressemble l'écran de sélection de changement d'air en multijoueur, les panneaux ne sont vraiment pas adaptés. Bon, en plus cocasse, je me suis un peu amusé, sur un des streams des développeurs, on voit qu'il y a des options comme des graphiques entre les changements d'air qui, à ce jour, ne sont toujours pas dans le jeu. Bref. Après, on peut se perdre en conjecture. Est-ce que c'est parce que le jeu est sorti sur différentes plateformes en même temps et que c'est la première fois pour cette série? Est-ce qu'ils ont préféré garder du contenu pour préparer des futures extensions? On peut pas répondre de façon sûre à cette question. Dans tous les cas, un jour, la date de sortie a été décidée et les équipes de développement ont fait au mieux pour fournir la meilleure expérience possible. Il va rester un dernier point à analyser, un point qui est vraiment critique et qui est pas lié au temps de développement, c'est la rejouabilité. Et sur ce sujet, les développeurs ont fait des choix de game design qui sont, à mes yeux, vraiment très négatifs pour l'expérience de jeu. Pour bien comprendre, je vais revenir à l'ère d'exploration. Quand on arrive à l'ère de l'exploration, la carte s'ouvre car on débloque la possibilité de traverser les océans. Donc on va découvrir un nouveau continent rempli de ressources rares et aussi de nouveaux peuples. C'est la reproduction de la colonisation de l'Amérique et de la route des Indes.
Je ne vais pas m'étendre sur la vision historique qui est très colonialiste, qui a beaucoup plus de sens pour la reine Isabelle d'Espagne que pour l'empereur Pachacutec des Incas. Bref, on développe ces bateaux et on cherche à ramener via nos flottes des Indes les épices, le chocolat dans notre empire. À première vue, c'est une idée sympa qui colle bien au terme de l'ère d'exploration. Alors, où est le souci? Le gros problème, c'est la génération de cartes. Je vous montre un peu ce que donne la génération de cartes avec tous les paramètres fournis par le jeu. Ah, ça se ressemble, hein. Vous voyez cette espèce de bandeau au milieu? Actuellement, il est impossible d'y couper, le jeu ne sait pas générer une carte avec un seul continent. Et du coup, la génération de cartes qui ne varie pas, ça donne des parties qui sont extrêmement similaires car on a toujours le même schéma de jeu. Et vraiment, je peux caricaturer, mais toutes les parties ressemblent à ça. À l'ère antique, on découvre le monde qui nous entoure, mais le monde devient un petit peu trop petit à cause de nos voisins. On change d'air, l'océan est maintenant accessible, donc je pars explorer avec mes bateaux. Ça alors, j'ai trouvé un nouveau continent rempli de ressources rares, mais déjà colonisé. Alors d'accord, c'est très sympa la première fois qu'on le découvre, mais ensuite on subit le schéma. On subit un schéma répétitif et prévisible. Et du coup, les parties n'offrent pas de rejouabilité. La génération de cartes n'offre pas de rejouabilité. Et ce souci est vraiment lié au game design. Ce n'est pas que leur algorithme est incapable de faire une carte avec un seul continent. Non, le souci c'est qu'en plaçant les flottilles des Indes comme objectif de l'ère de l'exploration, les règles de game design qu'ils ont établies font qu'ils sont obligés de générer des cartes avec des ressources rares, lointaines et accessibles par la mer. Allez, une petite comparaison avec Civilization 6 au niveau de la génération de cartes pour se faire un peu du mal, c'est vraiment le jour et la nuit. En conclusion, Civilization 7 déborde de bonnes idées, mais il nous laisse aussi penser qu'il est sorti trop tôt pour son bien. Sa bonne réception auprès des joueurs a été entachée par une politique de DLC agressive et par des problèmes de gameplay et d'interface. Malgré cela, c'est déjà une entrée solide en tant que telle. Et surtout, l'avenir du jeu semble séduisant quand on regarde la nature des problèmes rencontrés. Civilization 7, c'est la première pierre d'un futur édifice qui, s'il tient ses promesses, sera fantastique. Je vous remercie de m'avoir écouté.